Chapitre 3. Guillaume déposa doucement l'enfant sur la grande table de la cuisine devant la cheminée. Prépare-moi de l'eau chaude et ravive le feu, ordonna Catherine à son mari qui lui avait ouvert la porte. De la pièce d'à côté, le chevalier, alerté par le bruit, appela Pauline qui courut aussitôt le chercher et entreprit, tout en poussant son fauteuil roulant, de lui raconter leurs aventures. Le chevalier avait été, dans sa jeunesse, blessé lors d'un duel, blessure dont il s'était, à l'époque, remis sans problème. Pourtant, un matin, il y a 3 ans, il s'était réveillé paralysé des 2 jambes. Les médecins, pour tout remède, le saignèrent tant qu'il faillit en mourir. La brave Catherine, qui les détestait, car ils étaient pour la plupart ignorants et fort imbus d'eux-mêmes, les mit dehors, sans ménagement, et entreprit de s'occuper seule de son vieux maître. Comme celui-ci ne supportait pas de rester inactif, Mathurin lui avait fabriqué une ingénieuse chaise à roulettes, grâce à laquelle il pouvait avoir un semblant de liberté. « Est-ce grave » demanda le chevalier. « Je ne sais pas encore, monsieur, » dit Catherine en nettoyant les longs cheveux bruns poisseux de sang de l'enfant. « A-t-on prévenu ses parents » demanda-t-il encore. « Non, grand-père, » répondit Guillaume, « mais nous le ferons dès qu'elle aura repris conscience. » Catherine, après avoir enfilé une aiguille, entreprit de recoudre la blessure à petits points. « Votre petit-fils, monsieur, est un vrai héros, » fit-elle, en maintenant d'une main sûre les bords de la plaie pour mieux les piquer. « C'est lui qui a sauvé cette petite, » continua-t-elle, pendant que le taciturne Mathurin, écœuré à la vue du sang, préférait prendre la fuite vers son atelier. « Un Saint-Béril ne saurait faillir à l'honneur, » répliqua avec emphase le vieux chevalier, comme si la chose allait de soi. En fait, le courage de son petit-fils lui faisait chaud au cœur. Depuis la mort de son fils, il avait mis tous ses espoirs dans cet adolescent, le dernier de son sang, rêvant, comme dans les romans de chevalerie, de voir grâce à lui le nom des Saint-Béril au firmament de la gloire. « C'était sans risque, grand-père, » fit modestement Guillaume. « J'étais attaché par une corde. »« N'empêche, » répliqua le chevalier avec de l'émotion dans la voix, « je suis fier de toi. » La petite fille délira toute la nuit, hurlant parfois de terreur, puis, tout à coup calme, elle se mettait à chanter une curieuse chanson espagnole. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, Pauline lâcha aussitôt son livre pour lui prendre la main. « Bonjour, » dit-elle seulement à la fillette qui la regardait gravement. « Ça va » reprit Pauline inquiète, tandis que les yeux bleus de l'enfant détaillaient la pièce avec angoisse. Lorsqu'elle se mit à sangloter, Pauline, ne sachant plus que faire, sortit en courant chercher de l'aide. Le chevalier soupira, impuissant devant ce nouveau problème. La petite ne se souvenait de rien. Certes, il en avait vu à la guerre de ces soldats qui, blessés à la tête, devenaient fous ou amnésiques. Chez la plupart, la mémoire revenait spontanément au bout de quelques jours. Mais pour d'autres, il faut prévenir la police. Sa famille doit s'inquiéter, dit-il à Catherine. Mathurin l'a fait ce matin. On ne leur a signalé aucune disparition d'enfant. Un ange passa, puis le chevalier continua, embarrassé. Vous connaissez notre situation, Catherine. Nous sommes déjà tous à votre charge. Alors une bouche de plus à nourrir. Catherine, qui pressentait les scrupules de son maître, répliqua violemment. Je refuse, vous entendez? Je refuse de l'emmener aux enfants trouvés. Il n'en est pas question, ma brave Catherine, bredouilla le vieil homme. Nous la garderons tant qu'elle n'aura pas retrouvé la mémoire. Catherine, en un éclair, revécut l'époque où elle était sage-femme, métier qu'elle avait préféré quitter pour n'être plus que guérisseuse. En effet, la loi l'obligeait à déposer aux enfants trouvés les bébés abandonnés à la naissance. Les enfants y étaient exposés, comme des rôtis sur un étal, quasiment sans soin pendant 2 jours, temps accordé aux parents pour revenir sur leur décision. On les plaçait ensuite dans des orphelinats où la vie était si rude que seul un enfant sur 10 survivait. Catherine leur cherchait désespérément des lieux d'accueil, mais la misère était si grande que même les sœurs de charité, malgré tout leur dévouement, ne pouvaient recueillir tous ces nouveau-nés. Catherine, la mort dans l'âme, se résignait à les porter au père Jacquemin, qui, tout en déjeunant sans la moindre émotion, tenait les registres des enfants trouvés au milieu des hurlements des bébés affamés. Et les hurlements la poursuivaient encore la nuit dans d'horribles cauchemars. Dans quelques jours, le choc passé, elle retrouvera la mémoire. D'ici là, elle restera avec nous, je vous le jure, répéta le chevalier en lui pressant la main. Dès que l'enfant se sentit mieux, on se mit en devoir de lui trouver un nom, provisoire bien sûr, puisqu'elle ne tarderait pas à se souvenir du sien. La maisonnée
après une longue bataille à coups de Justine, Charlotte et Mélanie, décida de laisser le dernier mot à la fillette, qui, après s'être longuement regardée dans une glace, se trouva une tête à s'appeler Cécile. Mais les jours passaient, et Cécile ne retrouvait pas la mémoire. Catherine, qui la couvait comme une mère poule son poussin, avait renoncé à lui poser des questions qui se terminaient invariablement par des sanglots de désespoir. Puis Guillaume partit pour le collège. 4 années d'internat chez les jésuites de Chartres l'attendaient, entrecoupées de rares vacances, pendant lesquelles il ne pensait pas revoir les siens, faute d'argent. En effet, Guillaume, conscient de la charge financière qu'il représentait pour sa tante, avait décidé de ne pas lui imposer le coût supplémentaire des voyages. De nombreux adolescents, comme lui sans fortune, payaient une partie de leur scolarité en travaillant pour les collèges. Les plus jeunes aidaient aux cuisines ou aux écuries, les plus âgés en servant de répétiteurs ou de surveillants. Il espérait ainsi se faire un petit pécule qui lui permettrait, qui sait, de poursuivre ses études au-delà du collège. Chacun à la maison se préparait donc à cette séparation depuis des mois, et autant dire que l'on pressentait des adieux déchirants. Or, il n'en fut rien, car Guillaume partit, le clan Saint-Béril n'eut plus qu'un souci en tête, Cécile. Elle paraissait avoir 8 ou 9 ans, brune aux yeux bleus, avec une frimousse pleine de fossettes. Ses mains fines et sa peau claire prouvaient qu'elle ne travaillait pas, comme la plupart des enfants de son âge, au champ ou à l'atelier. Elle s'exprimait en français avec un indéfinissable accent, mais ni en patois ni en langage populaire. Cécile venait donc certainement d'une famille bourgeoise. Ce qu'elle portait sur elle n'avait fourni aucun indice sur son identité. Le tissu de ses sous-vêtements était de bonne qualité et sa petite médaille en or avait été tellement mordillée qu'il était impossible d'en discerner un nom ou un signe, à part peut-être une vague forme d'arbre, sans doute un sapin ou un saule. Cécile s'était remarquablement adaptée à la situation, vivant parmi sa nouvelle famille, comme si elle n'en avait jamais connu d'autre. D'un caractère curieux, elle s'intéressait à tout. Un besoin irrésistible semblait la pousser à accumuler des connaissances pour combler sa mémoire vide. Comme elle suivait les leçons que l'abbé donnait à Pauline, on s'aperçut très vite qu'elle lisait et écrivait tant le français que le latin. Elle parlait couramment l'espagnol et avait, en outre, de bonnes notions d'algèbre et de géométrie. Il semblait évident que sa famille n'avait pas négligé son éducation, alors que bien des gens estimaient qu'il était inutile d'instruire les filles, dont le rôle futur se limitait à la tenue du ménage. Jusqu'à l'abbé, qui passait pourtant pour avoir l'esprit large, qui l'avait interrogé, anxieux de savoir si cette merveille sauvée des eaux n'était pas une de ces huguenotes qui défiaient l'autorité du pape. Avec soulagement, il constata que l'enfant connaissait son catéchisme, mais il demanda tout de même la permission de la faire baptiser. Un peu d'eau bénite, cela ne peut pas faire de mal, affirmait-il benoîtement en se signant. Les mois passant, Cécile se transforma en une fillette espiègle et heureuse de vivre. Pauline et elle étaient devenues inséparables, telles des jumelles, l'une brune et l'autre blonde. Cécile semblait d'une vitalité sans bornes. Quand elle n'étudiait pas avec Pauline, elle aidait à la cuisine ou écoutait sans rechigner le chevalier rabâcher ses vieilles histoires. Mais ce qu'elle préférait, entre tout, c'était suivre Catherine pendant ses visites aux malades. Catherine qu'elle saoulait de questions sur les remèdes et les maladies. Et Catherine, qui avait perdu ses 2 enfants en bas âge, en vint un jour à prier pour que la fillette ne retrouve jamais la mémoire. Car plus qu'une fille adoptive, elle avait trouvé une fille selon son cœur.